Alors Philippe Duron, est-ce que d'une certaine façon les recommandations de la commission 21 qu'on attend pour mercredi prochain sont eurocompatibles? Est-ce que tout ça fait un ensemble cohérent avec les travaux de la Commission européenne? Écoutez, j'allais dire que l'exercice est intéressant parce que nous ne partions pas de la même feuille de route, hein. Et notre feuille de route, nous, c'était d'essayer de faire des choix, des priorisations dans une grande liste, hein, d'infrastructures à réaliser. Et ces choix, il fallait les faire à partir de considérations économiques et budgétaires, et il fallait les faire aussi de manière à optimiser le système de mobilité dans le pays. C'est-à-dire ne plus avoir simplement une approche modale, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, mais avoir une approche plus systémique. Et quand nous avons commencé à travailler, à poser le diagnostic un petit peu du système de transport et de mobilité dans le pays, on s'est aperçu que le SNIT, avec toutes ses qualités, hein, avait fait l'impasse sur quelques sujets. Et que ces sujets, il convenait de les remonter dans l'ordre des priorités. Et ça a fait très vite l'unanimité au sein d'une commission qui est composée tout à la fois de parlementaires, députés, sénateurs, parlementaires de la majorité comme de l'opposition, et aussi de sachants, de hauts fonctionnaires, d'universitaires, hein. Et donc, ici, nous nous retrouvons bien avec ce que vous dites. Ce n'est pas tout à fait un hasard, puisqu'on avait eu l'occasion de s'en parler lorsqu'avec la Commission, nous nous étions rendus à Bruxelles. Mais vous avez évoqué les problématiques de saturation. C'est un des sujets auxquels nous conseillons au gouvernement d'en faire des priorités. Vous avez évoqué les problématiques portuaires, et il nous a semblé aussi que l'interface entre les ports et leur hinterland devait être grandement améliorée si nous voulions que la loi portuaire votée, c'était en 2008, hein, ait des chances d'aboutir à une amélioration notoire, très sensible des résultats des ports français. Alors, nous avons comme cela toute une série de sujets qui sont très cohérents avec ce que vous venez de dire. Nous avons cependant quelques difficultés. Quelques difficultés qui concernent la mesure de la saturation. Et là-dessus, nous ferons des recommandations au gouvernement parce que ne pas la prendre en compte ou ne pas la prendre en compte avec suffisamment de finesse peut entraîner des effets d'éviction sur d'autres dossiers. De même, nous avons rencontré des difficultés, ou en tout cas, nous n'avons pas suffisamment d'outils sur les problématiques ou sur la prospective de transport et de mobilité dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent. On tient un discours dans ce pays depuis une quinzaine d'années sur le transfert modal. C'est même un slogan. Et on se rend compte que ce slogan ou ce discours ou cet objectif n'est pas atteint. À l'inverse même, on s'aperçoit que les objectifs en matière de transfert modal vers le fer ont beaucoup de difficultés à être mis en œuvre, hein. Et d'autre part, certains, je dirais, souhaitent ou imaginent que la mobilité va se réduire dans les années à venir, du fait des technologies, du fait de la vertu de certains, et en tout cas du fait des enjeux climatiques. Et quand on discute avec nos collègues allemands, et qu'on leur demande comment ils voient, eux, l'évolution des transports routiers dans les années à venir, ils nous disent, écoutez, nous on pense que le transport, notamment le trafic des camions sur les routes allemandes, va progresser de 60% d'ici 2030. Donc, ce serait utile pour les différents membres de l'Union d'avoir des outils de prospective
qui soit infiniment meilleur que ce que nous disposons actuellement. Hein. Et bon, voilà, quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'aille plus loin, mais il ne me restera plus grand-chose à dire la semaine prochaine. Merci de nous avoir confirmé que la désaturation était l'élément clé des choix prioritaires que vous allez nous donner la semaine prochaine. Vous vouliez réagir sur ces éléments de diagnostic, Mathias Ruyter? Oui, mais d'une certaine manière pour dire aussi que nous avons une tâche plus facile au niveau européen. Parce que d'une certaine manière, notre granularité en termes de vision, de connexion d'infrastructures est beaucoup plus grande que ce que vous deviez faire. Et d'une certaine manière, la question de saturation, nous la rencontrons après aussi dans les discussions sur la réforme ferroviaire, la vie entre fret, passagers sur le rail, entre régional, local et longue distance sur le rail. On ne l'a pas de cette manière intégrée dans notre planification de l'infrastructure. Il faut être très, très honnête. En ce qui concerne l'augmentation du trafic, du volume de trafic sur les routes, je dois décevoir tout le monde parce que notre perception, c'est à peu près la même pour toute l'Europe. On aura une augmentation et on va essayer d'augmenter le fret sur le rail d'une façon considérable, mais nos prévisions prévoient qu'en même temps, on aura aussi une augmentation du fret sur la route. Et du coup, il faut aussi travailler sur un transport plus écologique, des carburants alternatifs, toute une question de gestion de trafic sur les routes, du fret, qui va toujours coexister. Et ça, c'est le mot que Jacques Barrot, à l'époque, a trouvé de comodalité, avec laquelle on doit vivre probablement pour des décennies à venir. Merci. Avant de vous donner la parole sur cette question des infrastructures, peut-être quelques mots, Jean-Éric, sur le financement des MIE, où on en est. On en parle déjà aussi depuis des années. Un point rapide. Donc le mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe, le fonds d'infrastructure, hein, dont Mathias parlait dans son introduction, qui est donc l'outil qui exprime en quelque sorte la valeur ajoutée, ou plutôt la contribution européenne à des projets du fait de leur valeur ajoutée européenne. Donc en d'autres termes, ce fonds d'infrastructure se concentre sur les projets, évidemment nationaux ou transfrontaliers, où cette valeur ajoutée européenne est la plus grande. Et dans la négociation qui est en cours, et qui a eu lieu encore hier soir, qui continue demain matin, mais pour laquelle je pense qu'on a bon espoir que la présidence irlandaise, qui termine le 30 juin, trouvera un accord, ce fonds d'infrastructure se concentrera sur les parties de ce réseau transeuropéen de transport où cette dimension européenne est la plus forte. Le transfrontalier d'abord, mais aussi les mesures qui favorisent l'interopérabilité, notamment les systèmes de gestion de trafic, tous modes confondus, César bien sûr, pour l'aérien, en soutien du déploiement du ciel unique, bien sûr ERTMS, ECTS pour le ferroviaire, et les systèmes équivalents pour les autres modes de transport, y compris, même si là évidemment les standards ne sont pas encore tout à fait européens et suffisants pour un déploiement à grande échelle, y compris pour le transport routier. Donc le transfrontalier, les systèmes de gestion de trafic, y compris à terme dans leur dimension multimodale, et ensuite les points clés du réseau, donc pas les projets prioritaires tracés par les chefs d'État, mais les points clés du réseau, les goulets d'étranglement principaux de ce réseau qui empêchent un fonctionnement efficace du réseau dans sa dimension européenne. Donc une marge de manœuvre assez importante, mais un ciblage très clair et qui est d'autant plus nécessaire que le budget, évidemment, est limité. La Commission avait proposé 31,7 milliards d'euros pour ce fonds d'infrastructure, à l'échelle d'investissement de l'ordre de 200 à 250 milliards d'euros pour la période en question.
donc 30 milliards pour 250 milliards, donc un effet de levier et de concentration sur cette dimension européenne. Ce montant a été réduit au Conseil européen au mois de février et est passé de 31,7 à 23. Ce qui reste en termes d'augmentation par rapport au budget actuel, je pense à une mesure de succès ou de priorisation du transport, à l'instar de l'innovation, qu'il faut saluer, puisqu'aujourd'hui le budget est de 8 milliards, et ce budget passerait donc à 23 milliards, y compris dans ces 23 milliards, 10 milliards réservés aux pays de la cohésion. Donc 13 milliards pour les 27 États membres, sur lequel évidemment des choix devront être faits. Le mécanisme est connu en France et est très bien utilisé en France, puisque vous avez dans l'actuel programme RTE-T l'un des tout premiers portefeuilles de projets, à la fois en termes de nombre de projets, de diversification modale et de volume budgétaire. Et donc ce fonds d'infrastructure se concentrera sur ce réseau transeuropéen de transport, s'organisera sur base d'appels à propositions qui débuteront en 2014, eux-mêmes concentrés sur une liste de projets pré-identifiés, à nouveau en liaison avec les autorités nationales qui se trouveront dans ce texte. Donc les grandes infrastructures que j'évoquais tout à l'heure, pour l'essentiel, s'y trouvent. Et ce fonds d'infrastructure donc, pourra intervenir à hauteur de 20, 30, voire 40% selon les infrastructures, avec évidemment le cofinancement le plus important pour le transfrontalier. Et je pense que là, le point important peut-être à dire, Monsieur Duron, c'est qu'évidemment, la contrainte de financement national, elle est extrêmement forte. Mais on a eu cette discussion, hein, donc je me permets de le redire ici. Elle peut aussi s'apprécier pour les projets qui sont les moins évidents à prioriser dans un contexte national. Elle peut s'apprécier également, à l'aune de la capacité de ce fonds d'infrastructure de contribuer, et parfois de manière importante, à ce financement. Donc c'est un point qui évidemment restera à discuter à partir de 2014, et les arbitrages entre projets se feront donc largement sur la base de cette valeur ajoutée européenne. Merci. Avant de passer à la réforme ferroviaire, est-ce que vous avez des questions à poser, monsieur? Bonjour, Gilles Matelier-Guinlet, au TRE, Fédération professionnelle de transport routier. Donc une observation et deux questions. Vous nous avez dit, en matière de réseau transeuropéen de transport, la nécessité d'intégration. Puis vous nous dites derrière qu'effectivement, la croissance du transport routier va être à hauteur de ce qu'observent les Allemands, 60%. Mais à aucun moment, on n'entend parler d'une intégration et d'une infrastructure dédiée au transport routier de fret qui existe. On a des technologies qui existent aujourd'hui et qui permettraient cela. Et on développe, encore une fois, le transfert modal sur des autoroutes ferroviaires qui ont leur utilité, tout autant qu'une infrastructure dédiée routière au seul fret. C'est la première question, pourquoi ? La seconde, c'est M. Reuté parlait des 3 I, et dans son 3e I, du marché intérieur. Et quand je vois marqué comment améliorer la donne, et que j'entends encore une fois que la croissance du transport routier va être de 60%, j'aimerais savoir comment les vieux pays européens, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, vont pouvoir faire si on reste sans un marché régulé du transport routier, avec un dumping fiscal et social aussi fort qu'aujourd'hui, où on voit en ce moment que le cabotage illégal est en train d'exploser sur nos marchés, que l'on voit des véhicules de moins de 3,5 tonnes venir de Pologne, de Lituanie, faire du fret plus lourd deux fois plus lourd que ce qui est autorisé, à des vitesses de 120 km/h au lieu de 80 km/h, sans chronotachygraphe. Enfin, le Far West, vraiment le Far West, et qu'il n'y a aucune régulation. Et qu'un certain nombre de pays aujourd'hui se demandent s'ils vont utiliser le règlement de 93 sur une suspension provisoire des règles de cabotage au sein même de leur marché intérieur. Merci pour vos deux questions très précises. Mathias. Rapidement là-dessus. Première question, c'est clair que nous discutons aussi dans tous les programmes de recherche, d'innovation aussi, cette idée des corridors fret avec des camions qui sont réservés, et on fait des études là-dessus, mais d'une certaine manière, ça c'est aussi le jeu de subsidiarité. Nous n'allons pas décréter de Bruxelles qu'on va réserver la 2e ou 3e voie dans les autoroutes pour les camions. C'est-à-dire que là, il y a quand même un débat
à mener au niveau des États membres. Mais ce que nous faisons, par exemple sur le fret, sur la route, c'est en ce moment on a mis en avant des spécifications pour la réservation des parkings sécurisés, les systèmes d'information sur le parking sécurisé routier pour les camionneurs, ainsi de suite. C'est-à-dire on travaille là-dessus. Et ça, c'est peut-être une petite contribution, mais on peut d'ailleurs aussi financer tout ceci dans le mécanisme d'interconnexion européen. Deuxième question, est-ce que c'est l'anarchie sur les routes européennes? Deuxième question, l'anarchie sur les routes européennes, je pense pas, mais je pense que nous avons, grâce à l'adoption de la proposition sur le tachygraphe électronique, nous allons avoir des mécanismes de contrôle plus performants dans les années à venir, qui nous permettront justement de contrôler aussi à distance les temps de conduite des camions, les temps quand ils ont franchi les frontières. Mais la mise en œuvre, vous n'allez pas me demander de mettre en place une police européenne. La mise en œuvre, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire au niveau des États membres. Merci. Une deuxième question? J'avais vu un bras se lever. Non. Georges Didallo. J'en ai trois très courtes. La première... Vous avez de la chance. La première, c'est, s'agissant des infrastructures, vous l'avez évoqué, y a-t-il une étude à la Commission dans 20 ans, quid du matériel? Car on s'aperçoit qu'on a très peu investi dans le fret et qu'il y a quand même une réflexion à mener sur la question du matériel. On roule avec des wagons qui datent de la guerre de Crimée, ou à peine, et on est dans une situation où ça mérite une réflexion pour être justement lié à ce que sera l'infrastructure dans 20 ans. Deuxième question majeure pour les chargeurs, quid du wagon isolé, qui reste une question fondamentale. Alors, est-ce qu'on veut maintenir le wagon isolé et à quel prix pour l'industrie? Bonne question, enfin, je considère que c'est une bonne question. Et troisièmement, je pense que pour les ITE, il faudrait peut-être mener une réflexion, si on veut particulièrement en France, installation terminale embranchée. Si on veut particulièrement en France, relancer la machine qui partira inéluctablement vers le transport routier. 3 petites questions, 3 petites réponses. Oui, 3 petites réponses, ça serait compliqué. Donc je ne vais pas, Georges, nécessairement répondre directement à l'ensemble des 3 questions, mais peut-être pour dire qu'effectivement la question et du wagon isolé et la question des terminaux est une question qui effectivement est au cœur des politiques de fret, au niveau national comme au niveau européen. Pour les terminaux, je pense que l'approche que veut suivre cette politique européenne d'infrastructure, qui se reflète d'ailleurs en partie aussi dans la réglementation européenne ferroviaire, notamment la refonte ferroviaire et l'accès à ces terminaux, est une base sur laquelle les gestionnaires d'infrastructures dans les États membres et les opérateurs ferroviaires, lorsqu'ils restent aujourd'hui encore, avant la transposition de la refonte, responsables de ces terminaux, pourraient se baser pour effectivement les faire survivre, les faire revivre. C'est certainement l'un des points les plus essentiels, l'une des mesures les plus importantes pour le wagon isolé et pour le fret ferroviaire, y compris peut-être dans une politique plus audacieuse sur les opérateurs ferroviaires de proximité. Merci beaucoup. Pardon? Et la première, c'était sur le matériel, les wagons de la guerre de Crimée. Je crois que sur le matériel, il y a 2 aspects. Le premier, effectivement, c'est l'aspect innovation. Et dans le cadre de l'initiative Shift to Rail, le matériel roulant fera évidemment partie de la réflexion, tant pour le transport de passagers à la demande de l'industrie ferroviaire, mais aussi pour le matériel roulant en matière de fret à la demande de la Commission. Et d'autre part, il y a une dimension très particulière du matériel roulant sur laquelle le cadre européen est en développement et où les mécanismes aussi de la politique d'infrastructure peuvent être mobilisés, c'est le bruit ferroviaire, thématique peu présente encore en France, peut-être à l'exception de certains endroits comme le couloir rhodanien, où la perception de la population commence à être effectivement une forte contrainte pour le développement du ferroviaire, et peut-être, je vois Mathias pense à la Gironde probablement. Mais effectivement, le bruit ferroviaire a été une discussion très, très complète et parfois un peu difficile dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe, parce qu'effectivement, c'est une thématique absolument centrale
dans la réflexion sur le développement du matériel roulant et du fret en Allemagne, aux Pays-Bas, dans une moindre mesure en Belgique, moins dans d'autres États membres. Mais la Commission européenne a proposé qu'effectivement le mécanisme puisse être mobilisé pour contribuer au financement du renouvellement de ce matériel roulant et accélérer une transition vers une flotte plus performante, plus moderne et moins bruyante, à défaut de plus silencieuse. Merci, et merci d'avoir volontairement ou involontairement favorisé la transition vers la question ferroviaire. Nous y arrivons. Vous allez avoir l'occasion tous les deux d'expliquer un peu les grands principes selon lesquels vous préconisez une autre Europe ferroviaire, mais difficile de ne pas entamer avec une question très simple par rapport à la réforme ferroviaire française qui nous occupe beaucoup en ce moment et depuis de longs mois. Est-ce que, selon vous, la réforme ferroviaire française est euro-compatible ? C'est bon, ça ? Lequel vous... Alors, la réforme française, ferroviaire française est évidemment en cours, et je pense que la première chose qu'on peut dire, sans aucune réserve, et je pense que beaucoup d'entre vous le partageront avec moi, c'est que la réforme ferroviaire française est en résonance très forte avec les objectifs de la politique ferroviaire européenne, est en résonance très forte aussi avec l'analyse des contraintes et des limites, notamment en termes économiques, en termes de coûts, en termes d'efficacité du système ferroviaire français et du système ferroviaire européen. Donc on a besoin d'un système ferroviaire européen qui se renouvelle et qui soit effectivement capable de maîtriser sa productivité, de maîtriser ses coûts et de développer des politiques innovantes et, je disais, audacieuses tout à l'heure, peut-être audacieuses aussi, en matière de fret et de passagers. À ce titre-là, le point qui semble le plus stable est celui d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un RFF qui effectivement reprend l'ensemble des facettes du métier de gestionnaire d'infrastructure. Et donc sur ce point-là, donc confiant à RFF également la gestion des circulations, ce qui est déjà nécessaire au titre du droit actuel, mais où la France était encore un petit peu à cheval entre sa structure ancienne et ses obligations juridiques actuelles, donc intégrant la gestion des circulations, mais aussi, si je comprends bien les intentions du côté du ministère, aussi l'entretien et le développement du réseau. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il y a une très forte convergence dans le diagnostic et dans cette mesure en particulier. Alors ensuite, sur l'eurocompatibilité, on aura, je pense, l'occasion de travailler avec vos collègues du ministère, y compris sur les projets de loi. Mais ce que je peux peut-être dire pour répondre à votre question, c'est que je pense que les deux rapports Oxiet et Bianco étaient d'excellentes bases de travail. Et je pense qu'en particulier, Jean-Louis Bianco, sur les questions notamment de structure et de gouvernance, m'avait semblé, alors il était évidemment parfois très, très synthétique. Évidemment, c'est un peu dans le détail que le problème peut se trouver. Le diable est toujours dans les détails. Ensuite. Mais sous cette réserve, je pense que le rapport de Jean-Louis Bianco avait en tout cas semblé avoir résolu la quadrature du cercle. Je comprends aussi que le cercle est peut-être en train d'évoluer un peu vers l'ovale, donc j'attends de voir effectivement quel va être l'arbitrage à la fin. Mais le point clé, je pense, il est assez simple dans cette structure à 3 épiques. C'est évidemment quelle est la gouvernance des épiques et quelles sont les garanties d'indépendance du gestionnaire d'infrastructure dans cette gouvernance. Ça, c'est un point évidemment essentiel. Vous parlez des flux financiers, c'est ça, entre les épiques ? Je parle de la gouvernance, je parle des contrôles, je parle aussi des flux financiers. Donc ça, c'est le premier point. Non, c'est-à-dire les individus qui composent les différents... Voilà, comment sont composés les directoires, comment sont composés les conseils de surveillance et les conseils d'administration et comment ils interagissent entre eux. Mais point peut-être encore plus important, c'est quelles sont les fonctions de l'épique de tête, finalement. Parce que il est clair que le pilotage stratégique du système par l'épique de tête ne doit pas signifier, enfin au titre du droit communautaire actuel, le pilotage stratégique de l'infrastructure, et en particulier des redevances et des circulations. Je pense que c'est sur ces questions-là où Jean-Louis Bianco avait été assez complet, mais c'est vrai que c'est maintenant que le gouvernement doit rentrer dans le détail que c'est sans doute un peu plus compliqué. Mais on attend les textes. Donc c'est l'étanchéité qui vous importe entre les fonctions essentielles et opérateurs.
ce qui est important, c'est que le gestionnaire d'infrastructure puisse effectivement animer de manière indépendante et développer le réseau, évidemment de manière certainement sur une base régionale, peut-être dans la logique un peu des alliances à l'anglaise, de manière étroite avec l'opérateur en monopole aujourd'hui, qui est la SNCF. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais qui puisse le faire de manière complètement indépendante pour opérer le système, et en particulier dans le fret, au profit de l'ensemble des opérateurs. C'est ça, je crois, l'enjeu d'une réforme ferroviaire, et l'un des points clés, évidemment, de la réforme ferroviaire en France. Et pas évidemment uniquement d'un point de vue formel ou d'un point de vue de la future négociation sur le 4e paquet ferroviaire, mais d'un point de vue industriel, pour reprendre le point de Georges à l'instant. L'enjeu du ferroviaire en France, c'est évidemment l'équilibre économique du système, mais c'est aussi le fret ferroviaire. Et sur le fret ferroviaire, c'est vrai que les évolutions des 15 dernières années, y compris bien avant la libéralisation en France, ne sont pas encourageantes. Et je pense que la réforme ferroviaire française et l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure doivent aussi être appréciées à l'aune de la capacité de ce gestionnaire d'infrastructure de faire vivre l'ambition du fret ferroviaire français. Et justement, à propos du fret ferroviaire, à la fois sur le fret, on va revenir après sur les grandes lignes du 4e paquet, mais sur le fret ferroviaire, quel est votre bilan de la libéralisation à la fois à l'échelle européenne, avec des rythmes différents selon les pays, et puis évidemment sur ce qui s'est passé en France. Quel est votre bilan, puisque c'est un point qui est assez important aujourd'hui dans les discussions sur les conséquences de cette libéralisation sur les trafics? Je crois que, en quelques mots, je ne vais pas essayer de vraiment tirer un bilan complet, mais peut-être quelques points. Le premier, c'est de dire que la situation est extrêmement contrastée dans l'Union européenne, avec beaucoup d'États membres qui ont fait du fret ferroviaire un véritable succès en termes de part modale, mais aussi dans certains cas en termes d'équilibre économique de l'entreprise ferroviaire de fret. Donc on a dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni, avec des volumes faibles au départ, mais des croissances intéressantes, évidemment en Allemagne, dans une moindre mesure en Autriche et aux Pays-Bas. Je pense que le fret fonctionne, et l'ambition d'avoir une véritable politique de fret qui permette d'une compétitivité qui soit raisonnable vis-à-vis des chargeurs et vis-à-vis du mode routier, on a là des vrais succès. Ensuite, vous avez un nombre important d'États membres, malheureusement, où effectivement le fret ferroviaire décline en volume, en part de marché et en compétitivité. Évidemment, dans ce contexte-là, la situation française, elle est préoccupante pour vous, dans nos échanges, mais évidemment dans ce que je peux lire aussi dans le débat français, mais préoccupante évidemment aussi d'un point de vue européen, puisque le fret français, de par sa situation géographique, mais aussi par son importance économique, la réussite du fret ferroviaire français ou son déclin ont un impact absolument direct sur la politique européenne en matière de fret. Et notre vision de moyen et de long terme de faire un système de transport équilibré et soutenable dépend aussi de la capacité du fret ferroviaire à se développer, et ça ne se fera qu'avec le fret ferroviaire en français. Alors maintenant, pour revenir brièvement sur votre question, ce qu'on a pu observer en France, mais vous le savez évidemment mieux que moi, vous en êtes les acteurs, c'est que la part du fret a stagné, la part de l'opérateur historique a chuté, mais que les nouveaux entrants ont permis à peu près de, si je peux le dire comme ça, sauver les meubles. Alors, on peut ensuite, évidemment, l'analyse qui reste à faire, mais c'est une analyse qui appartient à l'opérateur historique et aux autres opérateurs, c'est quelle est la part de cette ouverture qui a été en France effectivement assez directe, hein, elle s'est faite à l'échéance de la transposition, quelle est la part de cette ouverture dans les difficultés qu'a pu connaître l'opérateur, quelle est la part peut-être aussi de choix stratégiques de l'opérateur historique. Ça, c'est une analyse plus fine à faire, mais si je me réfère à nouveau à ce panorama très contrasté au niveau européen, je ne suis pas sûr de voir un argument déterminant dans la libéralisation pour expliquer cette performance.